Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais continuer l'histoire qu'on a commencée ce matin en partant de Laurent jusqu'à Bastien, et puis moi maintenant, pour ce dernier exposé de ces 3 jours. Moi, ça va être encore on va s'enfoncer encore un peu plus dans la technique, et je vais vous parler d'une façon de remédier aux problèmes qu'ont les algorithmes d'événements rares tels qu'on les utilise jusqu'à maintenant dans l'échantillonnage des événements qui sont plus courts. Donc je vais vous parler je vais vous parler assez peu finalement des situations météo qui impactent le réseau électrique, puisque tout le contexte a déjà été donné. Assez peu d'algorithmes d'événements rares, mais je vais plutôt vous parler de la partie comment on design des meilleures fonctions de score à l'aide du machine learning, en particulier des émulateurs. Ça sera ma deuxième partie de présentation. Donc c'est une slide pour résumer ce que vient de dire Bastien. Je lui fais l'affront de le résumer en une slide. Pour dire que sa méthodologie avait réussi à échantillonner des événements longs, avait permis justement d'étudier les événements, les caractériser météorologiquement parlant, mais qu'on avait ce problème d'échantillonnage pour les événements plus courts, et donc on a besoin d'une nouvelle méthodologie. Oui. Alors, c'est quelque chose qui a trait à la fonction de score qu'on utilise. Comme le disait Bastien rapidement, pour sélectionner préférentiellement des trajectoires, il fait la supposition que si telle trajectoire a eu une forte demande résiduelle dans les 5 derniers jours, alors elle va persister dans la continuité et continuer à avoir une forte demande résiduelle. Ça, c'est une hypothèse qui ne se justifie pas forcément, qui est suffisante pour que ces algorithmes marchent, mais on peut faire potentiellement beaucoup mieux, par exemple en sélectionnant des trajectoires sur la base de leur comportement futur. Donc pour ça, il faut une prédiction. Donc typiquement, les poids qu'on donnait dans ce genre d'algorithme étaient basés sur une fonction de score qui a cette tête-là. Et donc là, on voit qu'il y a une intégrale entre TI-1 et TI qui sont le pas de temps précédent. Et donc c'est ça la persistance dont je parlais. Est-ce qu'on peut faire une prédiction de la trajectoire dans le futur pour mieux sélectionner cette trajectoire? C'est la question. Et donc, on a à disposition une simulation climatique qui a la taille qu'elle a, qui est potentiellement trop faible pour étudier les événements, trop courte pour étudier les événements les plus extrêmes. Mais avec ces données, on peut faire de l'apprentissage. On peut potentiellement apprendre le lien entre une condition initiale et un observable d'intérêt qu'on cherche à prédire et dont on cherche à caractériser la queue de distribution. Et donc, l'idée, c'est à partir des données qu'on a, en nombre relativement limité, apprendre une fonction de score optimale, ou apprendre, en tout cas, une quantité qui nous permettra de faire des fonctions de score optimales, utiliser cette fonction de score dans des algorithmes d'événements rares, et potentiellement boucler la boucle, c'est-à-dire, grâce à cet algorithme d'événements rares, resimuler des événements extrêmes qui viennent compléter notre jeu de données d'entraînement, qui permettent de mieux estimer la fonction de score optimale. Ça, c'est une boucle et un travail qui a déjà été fait, notamment dans un article de Freddy en 2016, mais c'était sur des aspects en dimension 1. Là, on est sur un problème beaucoup plus haut dimensionnellement, donc c'est tout le défi. Alors, dans ce schéma, il y a plusieurs aspects. Il y a comment est-ce que je me sers des données existantes pour faire de la prédiction. Donc ça, c'est vraiment une tâche de machine learning classique. Et il y a comment est-ce que je le couple avec les algorithmes d'événements rares. Et est-ce que générer plus d'extrêmes va me permettre de mieux apprendre ensuite avec mes algorithmes de machine learning. Mais là, je vais parler que de la partie 1. Comment est-ce que je fais de la prédiction à partir de mes données, donc à partir d'un instant dans une trajectoire, une condition initiale, comment je prédis une quantité d'intérêt dans le futur. Il y a deux façons de faire ça, deux façons dont je vais parler aujourd'hui. La première, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez, ce que je vais appeler de la prédiction directe, c'est-à-dire à partir d'un sous-échantillon de champs météo,
prédire directement l'événement d'intérêt à un horizon temporel de l'ordre de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. La deuxième façon de faire, ça serait tirer parti d'une révolution qui est en ce moment en cours dans les sciences du climat, basée sur des émulateurs de modèles climatiques, et ça j'en parlerai dans une deuxième partie. Voilà, donc pour le premier aspect, ça m'a occupé un moment dans ma thèse, une bonne partie de ma première année. On a fait un article avec un autre doctorant de Freddy sur des questions d'interprétabilité de ces modèles prédictifs. La question, c'est qu'on peut employer une hiérarchie de modèles pour faire de la régression, pour faire de la prédiction, avec des modèles d'une complexité croissante, mais à mesure qu'on augmente la complexité, on perd potentiellement en interprétabilité. Et donc l'idée, c'est de trouver un compromis optimal entre interprétabilité et performance prédictive. Alors, dans ce papier, on applique cette méthodologie à la prédiction de vagues de chaleur en France. C'est assez méthodologique, mais on pourrait très bien imaginer qu'on fait le même type de prédiction pour des vagues de froid en hiver ou des épisodes de forte demande résiduelle sur la France ou sur l'Europe. Alors, ce qu'on cherche à prédire, c'est cet observable-là, A. Je garde les mêmes notations que Bastien et puis Corentin. On a des X qui sont nos champs météo et nos A qui sont des indices unidimensionnels ou des observables. Le mien, vu que je m'intéresse aux vagues de chaleur, il est défini comme ceci. C'est la moyenne temporelle de la température sur une période grand T et sur une zone grand D, qui, moi, est 14 jours, donc ça sera des vagues de chaleur qui dureront 14 jours sur la France. Voilà. Avec une façon de définir ce que c'est qu'une vague de chaleur qui peut être très naïve. Par exemple, si mon observable dépasse un certain percentile élevé, alors je dirais que c'est une vague de chaleur. Typiquement, on peut penser au percentile 95. Alors, les données qu'on a utilisées, c'est des données issues d'un modèle qui fait partie des modèles de l'état de l'art, un modèle américain qui s'appelle CESM à 1 degré de résolution. On l'a utilisé dans une configuration en climat stationnaire, comme ça on ne se pose pas la question du réchauffement climatique, on ne va pas se rajouter cette difficulté en plus. Et dans une configuration assez simple où il n'y a pas d'interaction entre, disons qu'il n'y a pas d'océan actif, donc il n'y a pas de couplage entre l'océan et l'atmosphère. Ça simplifie aussi les choses. Alors, donc, ce qu'on va utiliser comme prédicteur, c'est des cartes météo bien choisies, encore des cartes de géopotentiel à 500 hectopascales, parce que c'est un très bon... ça contient énormément d'informations dynamiques, donc avec ça, on peut caractériser la circulation atmosphérique. Et l'humidité du sol, donc, pardon, sur les cartes de géopotentiel, on l'utilise sur tout l'hémisphère nord. Par contre, on va utiliser de l'humidité du sol, mais ça que sur la France. Et pourquoi de l'humidité du sol? Parce que c'est un très bon indicateur de la réponse de la température de surface. Pour une même situation atmosphérique donnée, si mon sol est plus sec, ma vague de chaleur va avoir tendance à être beaucoup plus intense, donc si mon sol est sec. Je prends ces champs à un instant t, et ce que je veux prédire, c'est mon observable A à un instant t plus tôt. Mais en fait, je ne veux pas faire une prédiction qui est déterministe, je veux prédire potentiellement toute la distribution conditionnelle de mon observable A conditionné à la condition initiale X. Ici, dans cette étude, on a utilisé un horizon temporel auquel on prédit, donc un lead time de taux égal à 0. Dans d'autres études, on a fait varier ce taux parce que le focus était plus sur l'interprétabilité que sur la performance prédictive en fonction du temps. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire varier. Sachant qu'en plus, mes vagues de chaleur, elles commencent à T, mais elles durent 2 semaines. Donc c'est déjà quelque chose qu'on prédit dans le futur, puisque l'événement dure 2 semaines. Et donc, on a fait la chose très simple dans cette étude, de faire une approximation paramétrique qui est très simple, mais qui paraît très raisonnable. Une approximation pour la
pour la densité conditionnelle, une approximation qui est gaussienne. Donc la tâche de prédiction, finalement, revient à prédire, à partir d'une condition initiale petit x, les moments de cette gaussienne, le mu et le sigma. On a utilisé une hiérarchie de modèles, que je vais détailler un à un, du plus simple au plus compliqué, le plus simple étant GA ici, qui veut dire Gaussian Approximation, et ça revient à faire une régression linéaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple qualitativement. On voit qu'il y a peu de paramètres à entraîner. Finalement, notre modèle le plus complexe, qui est un CNN ici, avec des centaines de milliers de paramètres à apprendre, qui se comporte un peu comme une boîte noire. Donc voilà, il y a cette hiérarchie du plus simple au plus complexe. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin des modèles plus complexes pour prédire l'observable ici qu'on étudie, et si oui, est-ce qu'on peut finalement ouvrir cette boîte noire pour notre modèle le plus complexe et essayer de comprendre qualitativement comment il fait sa prédiction. Il y a aussi une autre question, c'est est-ce qu'on ne peut pas venir avec des modèles un peu intermédiaires qui nous permettraient d'avoir une bonne performance prédictive mais qui restent interprétables. Ça, je passe. Oui, donc voilà, c'est pareil, c'est ce que je disais sur ce compromis entre interprétabilité et performance prédictive. Quand on s'intéresse à des événements qui ont un fort impact social, c'est encore plus un enjeu de comprendre comment est-ce qu'on fait des prédictions. Dans ce cas précis, on peut aussi avoir l'espoir d'obtenir de la connaissance physique, de la nouvelle connaissance physique sur les phénomènes. Ça peut éclairer des processus qu'on n'avait pas forcément creusés. Ça, c'est l'espoir. La question, c'est est-ce que ça sera le cas? Voilà. Donc là, je vais détailler un peu 3 modèles dans cette hiérarchie. Donc le plus simple, ensuite le plus compliqué et un modèle intermédiaire. La chose la plus simple qu'on a fait, c'est toujours cette idée d'approximation gaussienne. Cette fois-ci, ce n'est pas une approximation gaussienne pour la densité conditionnelle A sachant x. Là, on a carrément dit le couple XA est gaussien. Et donc, si on fait cette approximation, voilà, donc ça c'était l'approximation paramétrique gaussienne dont je parlais, donc j'ai gardé tout au long du papier. Là, ça va plus loin. Donc si on fait cette approximation, évidemment, la densité jointe est elle-même gaussienne, avec des moments qu'on peut exprimer facilement en fonction des autres quantités. Donc un mu qui a cette forme-là et un sigma qui est ici. Le sigma, première chose à noter, c'est qu'il ne dépend pas de x, donc il ne dépend pas de la condition initiale. C'est un sigma constant. Et le mu, il a, en fait, si on regarde bien, s'il y en a qui ont déjà fait des régressions linéaires sur papier, c'est exactement la solution du problème de moindre carré quand on veut régresser linéairement x sur a ou a sur x. Donc ça, c'est la solution de la régression linéaire qui est ici. En fait, on projette sur un indice unidimensionnel. Mu, c'est la moyenne de a, donc c'est dans R. Ce qui veut dire que ce vecteur-là, ce produit de 2 matrices, il a la même dimension que x. Je fais juste un produit scalaire. S'il a la même dimension que x, ça veut dire que je peux, si x est sur des cartes, c'est des champs météo, je peux également projeter ce vecteur sur des champs météo. Donc ce modèle, finalement, il est très simple. Je prends mes cartes, mes snapshots de champs météo, je fais un produit scalaire avec ce pattern optimal qu'on estime, avec il y a une formule explicite, et ça me prédit mon mu, et le sigma est donné par cette formule. Et ça, c'est... Bastien l'évoquait, mais il y a un papier de Valeria Mascolo et Alessandro Lovo, Corentin Herbert et Freddy, que j'aurais pu mettre également, je n'ai pas mis égal. J'aurais dû mettre. Ah oui, juste un point technique, c'est que quand on a peu de données, ce qui est notre cas, on voit ici que cette formule, elle n'est pas si évidente à calculer. Il y a une inversion de matrice. Et en fait, on peut utiliser des techniques de régularisation du problème assez classiques. Ça revient à faire de la régression Ridge, où on va un peu pénaliser notre régression de façon à régulariser le problème. Ouais. Ici,
peux répéter la question, Amaury? Oui, tout à fait. Alors, tu demandes pourquoi est-ce que sigma ne dépend pas de x? Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est ça. Parce que sigma ne dépend pas de l'observation petit x. Il dépend de, bien sûr, c'est sigma ici, c'est les matrices de covariance. Sigma xx, c'est la matrice de covariance de x. Sigma x, la matrice de covariance entre x et a, etc. Sigma a, c'est juste un réel. Mais il ne dépend plus du coup de l'observation que j'utilise pour faire ma prédiction. Donc, c'est dû au caractère gaussien de l'hypothèse de départ. Oui, tout à fait. Tout à fait. Notre modèle le plus complexe, que je ne vais pas vraiment détailler finalement, c'est un CNN, donc les Convolutional Neural Networks, qui sont des modèles finalement très classiques quand on fait de la régression ou de la classification avec des images. On peut voir mes champs météo comme des images en 2D. Donc ils ont l'avantage d'être particulièrement performants sur ce genre de tâches, mais le désavantage d'avoir énormément de paramètres à apprendre et de se comporter finalement comme des boîtes noires qu'on a envie d'ouvrir. Et donc ce CNN, il prédit un mu et un sigma en fonction des conditions initiales. Et notre modèle intermédiaire, on a utilisé un réseau qui a toujours une structure convolutionnelle, mais dont les filtres de convolution ne sont pas appris, mais sont en fait une décomposition sur une base d'ondelettes. Donc en fait, ce modèle, il va filtrer mes images d'entrée par tout un tas d'ondelettes à différentes orientations et différentes échelles pour extraire de l'information fréquentielle. Et ensuite, donc en extrayant cette information, ces features, je vais juste projeter tout linéairement. Donc la seule chose que j'apprends, c'est la projection linéaire à partir de mes features que j'ai obtenues en filtrant les images par des ondelettes. C'est une méthode qui a été introduite par Stéphane Mala en 2012 et qui était à l'origine là pour essayer de comprendre qualitativement comment fonctionnaient les CNN. Il se trouve que finalement, ça a des très bonnes performances prédictives ici. On le verra. Donc les avantages, c'est que ça a beaucoup moins de paramètres à apprendre, puisque en fait, mes filtres de convolution, qui dans un CNN sont des choses qu'on doit apprendre, ici, ils sont fixés. C'est une décomposition sur une base d'ondelettes. La seule chose que j'apprends à la fin, c'est une projection linéaire. Ce que j'affirme aussi, c'est que c'est plus interprétable par design. On le verra peut-être pourquoi. Donc ça, c'est ma hiérarchie. On voit par exemple, mon approximation gaussienne, il y a quelque chose comme 30 000 paramètres à apprendre. Mon CNN, il y a plus de 600 000 paramètres à apprendre. Et le modèle que j'ai appelé intermédiaire, finalement, il a même moins de paramètres à apprendre. Il a juste un coût computationnel assez grand, parce qu'il y a toujours ces filtrages avec des ondelettes. Tu l'as appelé IINN? Alors, non, je l'ai appelé SCATNet. IINN, j'en parle pas. Là, je vous présente juste 3 modèles. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est la question de la performance prédictive. Donc, on peut faire plusieurs observations. Là, j'ai testé mes modèles sur 3 métriques. Les 2 premières métriques, CRPSS et NLLS, ce sont 2 métriques probabilistes qui quantifient à quel point je suis bon, mais sur toute la distribution conditionnelle. La dernière, BCES, il y a plus un focus sur la queue de la distribution. Je ne vais pas les détailler plus, mais disons qu'il y a tout un jeu de métriques sur lesquels on peut tester ces modèles de façon probabiliste. La première observation qu'on peut faire, c'est qu'on a de la performance prédictive au-delà d'un modèle linéaire, donc au-delà de la régression linéaire, on peut faire mieux, de pas énormément plus, de 10% environ. Donc le modèle le plus complexe fait mieux que la régression linéaire de 10%. Une autre observation qu'on peut faire, c'est qu'on n'a pas besoin de tout apprendre, on n'a pas besoin d'un modèle aussi complexe que le CNN, puisque notre modèle intermédiaire ici, SCATNet, a une meilleure performance prédictive ou très équivalente. Et donc, notamment, on peut se dire que dans un régime de très faibles données, comme j'ai peu de paramètres à apprendre, notre modèle intermédiaire, ça sera le candidat de choix, puisque
moins j'ai de données, plus apprendre un nombre important de paramètres devient une tâche compliquée. Là, je vais me poser la question de l'interprétabilité. Donc, le modèle le plus simple, c'est l'approximation gaussienne. Comme je vous disais, on peut regarder qualitativement à quoi ressemble le pattern sur lequel on projette nos champs météo. Et donc, c'est très informatif. On voit notamment, la première chose qui saute aux yeux, c'est cette espèce de structure anticyclonique au niveau de la France. Ça paraît assez cohérent, puisqu'on cherche à prédire des vagues de chaleur en France. Donc, le fait que le pattern de projection optimale, c'est-à-dire, pour expliquer ça plus clairement, vu que pour faire ma prédiction, je multiplie ces deux cartes par mes champs, si j'ai des champs qui initialement sont proportionnels à ces cartes, alors je vais maximiser la probabilité d'avoir une vague de chaleur. Donc forcément, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve une structure anticyclonique au niveau de la France. Il y a des trucs un peu moins triviaux qu'on peut observer, notamment ce fait qu'il semble qu'un sol très sec sur le nord de la France soit plus important qu'un sol sec sur le sud de la France. Il y a aussi des structures un peu complexes qu'on peut voir dans l'Atlantique qui sont en lien avec la position du jet stream. Ensuite, on peut se poser la question de, finalement, est-ce qu'on peut ouvrir la boîte noire qui est le CNN? Pour ça, on a mis en place tout un tas de méthodes d'interprétabilité, mais un peu ad hoc. Je vous en présente une ici. Ça s'appelle l'optimal input. L'idée, c'est de trouver la carte, enfin, trouver les cartes, trouver l'input qui maximise la prédiction du CNN. Donc, c'est un peu un problème de rétro-engineering. Si je fais ça sans contrainte, je vais avoir des cartes qui sont non physiques, en fait, qui vont me prédire un mu qui est excessivement grand, qui ne sera absolument pas réaliste, et les cartes non plus ne seront pas réalistes. Donc, je peux imposer deux conditions. Une condition sur la norme de la carte que je vais trouver. Cette norme, je fais en sorte qu'elle garde à peu près la norme moyenne de ce qui est présent dans mon jeu d'entraînement. Et je peux aussi imposer une condition de à quel point cette carte est lisse. Donc là, c'est plutôt un critère de régularité, smoothness. Donc pareil, R0, c'est la smoothness moyenne dans mon jeu d'entraînement. Et si je le fais, voici ce que j'obtiens. Donc ça, c'est les deux cartes que j'obtiens pour le géopotentiel et pour l'humidité du sol. Et il y a quelque chose qui est frappant, c'est la ressemblance avec ce que j'obtiens pour les patterns linéaires. Donc c'est des patterns qui sont très similaires. Ils ne sont pas exactement égaux. On voit notamment que sur l'humidité du sol, il y a des choses qualitativement un peu différentes, avec un maximum de la sécheresse du sol qui se trouve plus sur le centre de la France plutôt que sur le nord pour l'approximation gaussienne. Il y a également une structure un peu moins localisée sur la France pour l'anticyclone, là sur l'Europe de l'Ouest, qui s'étend sur la Scandinavie alors que ce n'est pas forcément le cas pour l'approximation gaussienne. Mais c'est dur, ces patterns se ressemblant énormément, c'est dur d'avoir une intuition sur pourquoi est-ce que le CNN fait des prédictions qui sont meilleures que l'approximation gaussienne. Il y a un gain de performance de 10%, et avec ces cartes, on a du mal à l'expliquer. Oui. Et juste dans ce cas-là, vous avez optimisé sur les paramètres de normes ou pas? Est-ce qu'on a optimisé sur les lambda, là, c'est ça? Ouais, on a fait un travail d'optimisation de tous les hyperparamètres. C'est la meilleure carte avec. Ouais, tout à fait. Ce que je ne dis pas aussi, c'est que on part de conditions initiales qui sont dans l'ensemble d'entraînement pour faire ce travail petit à petit. Et donc là, ce qu'on montre, c'est les optimal input moyens. Voilà. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des corrélations spatiales? Des corrélations spatiales? C'est-à-dire? Les CNN, ce que j'ai compris, Ouais. c'est des convolutions, c'est ça? Oui, tout à fait. L'autre méthode d'approximation gaussienne, c'est pas comme si c'est une convolution.
Et donc l'autre méthode, pardon, Les JD, je veux dire. oui, JA, ouais, Ouais, c'est ça. GA. C'est pas des convolutions. Non, tout à fait. Ouais, du coup, s'il y a des corrélations spatiales, on s'attend à ce que les CNN marchent mieux. Bah, c'est-à-dire que là, l'approximation gaussienne, qui est un modèle linéaire, tient compte des corrélations spatiales. Typiquement, ça, on pourrait voir ça comme une espèce de carte de corrélation avec, l'indice qu'on cherche à prédire, donc avec l'indice qui définit la vague de chaleur. Donc là, il y a des corrélations spatiales. Et effectivement, on s'attend pour plein de raisons à ce que le CNN marche mieux que l'approximation gaussienne, mais on observe un gain seulement de 10%. Je ne suis pas sûr que ça réponde vraiment à ta question, mais ouais. Okay. Enfin, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de notre modèle intermédiaire? Au premier ordre, notre modèle intermédiaire, il se comporte... en fait, le modèle scattering network, il va calculer des features sur nos champs météo initiaux. Et les premières features qu'il va calculer, il va juste appliquer un filtre passe-bas sur nos champs. Et la question ensuite, à partir de ces images filtrées avec un filtre passe-bas, on va appliquer une méthode linéaire. Donc la question, c'est est-ce qu'avec nos images filtrées, c'est-à-dire on a filtré toutes les petites échelles, est-ce qu'on a la même performance prédictive que le modèle qui a toutes les plus grandes échelles, qui est l'approximation gaussienne? Déjà, on voit que si on affiche les poids de la projection linéaire sur cette image filtrée par un filtre passe-bas, les deux patterns se ressemblent également énormément. Et on voit que donc si on compare la première et la deuxième ligne de ce tableau, en termes de performance prédictive, c'est très similaire. C'est-à-dire que, en fait, finalement, pour faire quelque chose de linéaire, pour faire une régression linéaire, on n'a pas besoin des petites échelles dans ce cas-là. On peut se contenter sur des images qui sont déjà filtrées. En l'occurrence, ici, on a coarse-grainé nos images par un facteur 8. Donc, on a moyenné des pixels par un facteur 8. Ça, c'est clair. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'importance relative des différentes échelles de nos champs pour la prédiction? C'est une question à laquelle on peut répondre avec notre méthode SCATNet, puisque justement, elle filtre nos images en fonction de certaines échelles, et ensuite, elle applique un régression linéaire. Ouais. G égale 0, ça veut dire une image à une certaine distance. Est-ce que G égale 1, c'est encore plus... Je vais en parler. Oui, tout à fait. Alors, ici, ces différentes échelles, donc J égale 0, c'est la plus petite échelle, c'est-à-dire, ici, ça correspond à 2 puissance 0 pixels, donc 1 pixel. C'est donc à quel point des oscillations d'une taille de 1 pixel sont importantes pour la prédiction. Assez peu, on le voit ici. Il y a aussi, là j'ai résumé l'information liée à l'humidité du sol. Ça vaut pour environ 13,5%. Vraiment, le gros de la performance prédictive, il vient de l'image coarse-grainée, donc l'image à le champ à grande échelle. C'est ça qui est responsable de 50% de la performance prédictive. Et ensuite, finalement, le gain qu'on a par rapport au modèle linéaire, il vient surtout de cette échelle-là, J égale 2. J égale 2, ça correspond environ à des oscillations qui font 2 puissance 2 pixels. Et donc, ça correspond environ à des structures qui font 400 km de large, ou des oscillations qui ont une longueur d'onde de 400 km. Voilà. Cette méthode SCATNet, elle ouvre la porte à donc, tout un tas d'analyses qualitatives comme ça, et notamment, on peut projeter ces histoires de patterns de projection optimaux, on peut les projeter sur toutes les échelles et toutes les orientations. Là, je vous montre un exemple, je ne vais pas le détailler plus, mais pour une certaine échelle et une certaine orientation, je peux regarder à quoi ressemble le pattern de projection optimale. Voilà. Alors,
pour conclure ce travail, la première conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'on peut avoir de la performance prédictive au-delà d'un modèle linéaire d'environ 10%. Ce n'est pas énorme, mais ça motive quand même le choix de méthodes plus complexes que les méthodes linéaires. On n'a pas besoin du modèle le plus performant. On peut prendre un modèle basé sur cette décomposition en ondelettes qui est tout aussi performant et plus interprétable. Quand on a essayé d'ouvrir la boîte noire qui était ce CNN, finalement, on n'a observé que des variations mineures autour du thème qui était l'approximation gaussienne. Et on est content avec notre outil qui s'appelle ScatNet, qui nous permet finalement d'identifier quelles sont les échelles importantes pour la prédiction. Une des découvertes intéressantes qu'on a pu faire au cours de ce travail, justement, c'est ça, c'est que le gain de performance par rapport à un modèle linéaire, il vient d'oscillations qui se situent autour de 400 km, qui ont une taille d'environ 400 km. Voilà, donc je pense que ScatNet et l'utilisation des ondelettes et des réseaux de scattering en sciences du climat, c'est un outil qui est prometteur pour répondre à ce genre de questions. Voilà, donc ça c'était pour la partie prédiction directe. Mais pendant qu'on faisait ce travail, la communauté scientifique ne nous a pas attendus. Et il se passe en ce moment une vraie révolution dans les sciences du climat, je pense qu'on peut employer le mot, due à ce qu'on appelle des émulateurs. Et l'idée, ça serait d'utiliser ces émulateurs, justement, pour créer des bonnes fonctions de score dans un algorithme d'événements rares. Alors, juste un rappel, ça a déjà été mentionné, notamment par Riwal, mais comment fonctionne un modèle de prédiction numérique du temps, classiquement. Faut juste voir, on peut voir ça schématiquement comme une résolution d'une équation différentielle sur une grille avec une certaine résolution spatiale. Et donc, qui dit une certaine résolution spatiale dit des processus à plus petite échelle qu'on ne peut pas résoudre. Et plus j'augmente la résolution spatiale de ce modèle, plus ils sont coûteux à faire tourner. De façon générale, ces modèles, à partir d'une résolution de 1 km, deviennent très coûteux à faire tourner. C'est difficile de faire des simulations de plus de 1000 ans, typiquement. Ouais. Je pense qu'il me faut 10 minutes. 5 minutes, c'est mieux? Ok. Okay. Et en 2022, des géants de la tech ont fait quelque chose qu'on pensait impossible quelques années avant, c'est-à-dire apprendre cette dynamique, apprendre le passage apprendre la dynamique d'un modèle climatique. C'est un problème très haut dimensionnellement. Typiquement, l'idée, c'est de prendre tous les champs à l'instant t et prédire les mêmes champs à l'instant t plus dt. Et donc, voilà, cette tâche paraissait très compliquée. En 2022, des gens de la tech l'ont appliqué à la prédiction météo, avec coup sur coup des modèles qui affirmaient faire mieux en termes de prédiction météo jusqu'à 14 jours que les meilleurs modèles opérationnels pour des temps de calcul qui étaient ridiculement plus faibles, de l'ordre de 1000 à 10 000 fois plus rapides. Donc voilà, je l'ai expliqué un petit peu. Ces modèles, ils prennent tous les champs en entrée, donc à tous les niveaux de pression, avec plein de variables différentes. Ils les passent à manger leur architecture de leur choix. Donc ça, ce qu'il y a au milieu, c'est un réseau de neurones avec des milliards de paramètres. Et ils sortent les mêmes champs à l'instant t plus dt. Et pour faire une prédiction sur plusieurs jours, ils vont itérer de façon autorégressive, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la prédiction à t plus dt et ils vont faire une prédiction à t plus 2 dt, etc., avec tout un tas de problèmes, par exemple, liés à l'accumulation des erreurs, comme on peut l'imaginer. Ça, c'est un exemple de ce que, dans un papier de NVIDIA de 2023, on voit qualitativement à quoi ressemble la dynamique apprise par l'émulateur. Donc on voit que c'est très impressionnant, même si, déjà, rien que dans cette vidéo, on voit que les petites échelles ne sont pas vraiment apprises. Ils ont tendance à lisser un peu les champs, comparé à la vérité, donc la stimulation climatique qui est à droite. À gauche, c'est l'émulateur,
à ma gauche, c'est l'émulateur, et à droite, c'est la simulation climatique. Néanmoins, ces modèles donc, ils tournent 10 000 à 100 000 fois plus rapidement. Donc, c'est un intérêt particulier pour simuler des événements rares. Voilà, je ne vais pas en parler plus. Et alors, ces modèles, ils ont pour l'instant plusieurs limites. Notamment, ils sont déterministes. Ils font des prédictions qui ne sont pas toujours très physiques. Et une autre problématique, quand on s'intéresse aux événements rares, c'est leur capacité à extrapoler au-delà de la plage d'entraînement. Les algorithmes de machine learning ne sont pas connus pour leur capacité pour extrapoler au-delà de la plage d'entraînement. Typiquement, ils vont prédire des choses qui ne sont présentes que dans l'ensemble d'entraînement. Là, ce que je vous ai mis, c'est des exemples de cas où, au bout d'un moment, à force d'itérer le processus de façon autorégressive, donc je prédis à t plus 2 dt, à t plus 3 dt, etc., au bout d'un moment, je vais soit diverger, soit créer des espèces de vagues qui ne devraient pas se créer, ou alors être instables, être non physiques. Oui. Une fois que ça a été entraîné, il dépense moins d'électricité que... Tout à fait. Mais si on fait en termes de coût énergétique sur l'inférence, donc, ouais. Pour faire une comparaison, je pense qu'il est juste, il faut faire un coût sur entraînement plus inférence sur la durée de vie du modèle. Mais à l'inférence, là, je n'ai pas les ordres de grandeur ici, mais c'est également beaucoup plus faible. C'est très rapide. En fait, même avec mon ordinateur portable, une fois que ces modèles sont entraînés, je pourrais faire des prédictions avec. Et donc l'approche qu'on veut faire, c'est, donc, au lieu de faire une prédiction directe, utiliser ces modèles, ces émulateurs, comme fonction de score dans nos algorithmes d'événements rares, et toujours faire cette boucle de rétroaction en générant des événements rares qui permettront de réentraîner ces émulateurs sur plus d'événements extrêmes, et donc potentiellement qui viendra adresser la troisième limitation que j'ai mise ici sur leur capacité à extrapoler au-delà de la plage d'entraînement. Donc, juste un mot sur le projet tel qu'il est à l'heure actuelle. On veut tester cette méthodologie sur un modèle très simple pour lequel on peut simuler énormément de statistiques. Typiquement, on peut le faire tourner de l'ordre de 100 000 ans, celui-là, de façon vraiment à tester la méthodologie et voir si on a réussi à échantillonner la queue de distribution. La première étape, c'est de construire un émulateur de ce modèle et ensuite de le coupler avec des algorithmes d'événements rares. La première étape, c'est ce qui m'a occupé dans les derniers mois. On est peut-être en passe d'avoir construit un émulateur de ce modèle. La suite, sans doute, au prochain épisode. Je vais passer sur les conclusions. Mais juste un mot sur le fait qu'il y a encore énormément de questions théoriques, même sur ce couplage entre algorithmes d'événements rares et nouvelles fonctions de score, sur quel algo utiliser, sur quels événements d'intérêt choisir, et notamment sur des questions de critères de succès de ces algorithmes. Voilà, je vous remercie. Merci, c'était juste 5 minutes. Parfait. Est-ce que vous avez des questions pour Amaury et peut-être aussi pour Bastien? Oui? Attends, excuse-moi, je vais te donner le micro. J'ai une question pour les deux présentations. En fait, vu que vous vous intéressez aux événements extrêmes et que vous utilisez des modèles climatiques, est-ce qu'il y a un travail qui est fait en amont concernant les biais qu'on retrouve dans les modèles climatiques? Merci. Merci beaucoup pour la question. En fait, notre méthodologie, elle est conditionnée au fait que notre vérité, c'est la vérité du modèle. Donc, à partir du moment où
ces modèles ont des biais, nous, on ne les adresse pas. Néanmoins, une façon de se prémunir de ces biais, c'est de travailler avec un ensemble conséquent de modèles, et notamment, une des perspectives avec ce genre de travail, ça serait de générer des extrêmes pour un modèle et de le faire en multimodèle. Voilà. Ouais. Dans le cas de l'application à l'énergie, il y a toute une question de savoir comment corriger les biais correctement. Alors moi, ce n'est pas un travail que j'ai fait sur mon modèle, mais en réalité, si on veut le faire proprement, il y a tout un travail qui est fait dans la littérature pour corriger ça. Par exemple, même sur les données de réanalyse, il faut être capable de les corriger correctement par rapport aux observations. Donc ça pose plein de questions qui peuvent être plus ou moins compliquées. Pareil, si on veut corriger les biais pour les projections également, donc là, il y a tout un travail à faire. Il y a toute une littérature là-dessus. Et par exemple, dans le projet qu'il y a à RTE, les nouvelles prochaines données qui seront utilisées pour les études d'équilibre offre-demande, c'est basé sur des historiques, mais également sur des projections. Il y a tout un travail fait par des gens qui sont en contrat avec RTE et NSOE, et Copernicus, en bref, tous ces gens qui vont produire ces nouvelles bases de données. Il y a tout un travail fait par des gens pour essayer de corriger ça au mieux. Donc il y a plein de choses qui sont faites, mais c'est quelque chose que je n'ai pas fait moi dans mon travail. D'autres questions? Très bien, merci encore Amaury et Bastien. Donc c'est la fin de la partie exposée de cet après-midi. Et donc on va clore ici la retransmission sur YouTube. Et on va rester quelques minutes pour discuter des groupes de discussion transverse. On va attendre que YouTube soit arrêté. C'est pas grave. Voilà, donc il y avait deux groupes, un groupe qui discutait et travaillait sur la partie modélisation et un groupe qui discutait et travaillait sur la partie plutôt scénario. Donc je pense que au niveau de l'emploi du temps, ça a été un petit peu compliqué parce que hier soir on a terminé très tard et du coup vous n'avez pas eu le temps de vous rencontrer. Mais est-ce que vous pouvez simplement nous dire quelques mots à propos de d'un compte-rendu de vos discussions? Léo, tu veux commencer? Voilà. Donc, on était dans le groupe modélisation et problèmes énergétiques en relation avec le climat et l'économie. Donc, dans ce groupe, j'ai d'abord parlé des individualités, puis après de ce qu'on a eu en commun. Donc, dans le groupe, il y a eu Lucie, qui était doctorante en machine learning. Elle est venue dans cette conférence pour explorer des domaines différents et décider aussi de la suite de sa carrière. Et elle était intéressée par la transition énergétique. Elle est venue dans ce groupe parce que la question de modélisation était au cœur de sa thèse. Puis après, il y a eu Tenko, il est ici, il est en haut là. Il est doctorant en machine learning. Donc sa thèse portait sur les valeurs climatiques qui interviennent dans la production énergétique. Donc c'est bien le thème de la conférence là. Dans cette conférence, il est intéressé par, de façon générale, les méthodes, les algorithmes et les codes utilisés. Et dans le groupe, ce qui l'intéressait, c'était la modélisation par le machine learning. Donc moi, je suis Léo, je suis professeur de maths à l'Université de Rouen, en EDP. Dernièrement, j'ai travaillé en mécanique des fluides. Je suis venu à cette conférence parce que j'avais suivi
le trimestre thématique à l'IHP en l'automne 2019 sur mathématiques du climat et de l'environnement. Et bon, j'avais levé la main pour le groupe modélisation parce que j'étais intéressé de découvrir des modèles plutôt en faisant intervenir les EDP. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai été par exemple particulièrement intéressé par les exposés sur la prédiction et sur les événements rares, parce que ça me fait penser à un dernier travail que j'ai fait sur un problème inverse en mécanique des fluides. Et donc j'étais venu dans ce groupe spécialement pour une question de modélisation. Voilà. Et donc autrement maintenant, j'ai parlé de finalement ce qu'on a eu en commun. Déjà, on avait tous les trois une définition un peu différente de la modélisation. On avait chacun notre propre définition et notre propre motivation. Mais en fait, on a eu dans ce groupe, en parlant, donc déjà, je vais parler de la conférence, on a eu une meilleure compréhension de la dynamique de l'énergie en relation avec le climat et l'économie, de meilleures idées des modèles mathématiques, de nouvelles perspectives aussi, et d'emploi pour les deux doctorants. Dans les discussions du groupe, en fait, on a parlé lors des pauses café et des repas. En fait, on a eu une meilleure facilité de communication, puisque bon, on a pu un peu parler. On a partagé des points d'intérêt sur les conférences. On a éclairci certains points entre nous. Et puis, en fait, on a eu des découvertes d'autres domaines. Donc, en conclusion, je pense que ce genre de méthode peut faciliter l'émergence de nouvelles idées. Et ça pourrait être le point de départ de futurs travaux. Voilà. Merci beaucoup, Léo. Peut-être que dans on a manqué un peu de temps. Peut-être que mercredi, c'était un peu tôt. Je ne sais pas. Faut voir. Merci beaucoup, Léo, pour ton témoignage. Est-ce que vous avez des questions pour Léo? Très bien. Merci beaucoup. Antonin? Donc nous, on était sur le groupe plutôt sur les prospectives et un peu les scénarios climatiques, enfin les scénarios plutôt de prédiction et voir un peu les stratégies de transition. Donc on était tous les trois, hein, avec Brice et Félix. Dans les discussions qu'on a pu avoir, je pense qu'un truc qui est ressorti, c'est que donc cette conférence, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne à voir différents points de vue sur des scénarios de prospection. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu différents aspects. On a vu des aspects très économiques, où on a des modèles intégrés, où on intègre les différents secteurs économiques. On voit comment on peut, avec des mécanismes soit financiers, des mécanismes de marché, essayer de réduire les émissions, par exemple. Il y a eu des choses qui étaient beaucoup plus sur la simulation du système énergétique et voir comment on pouvait assurer la stabilité du réseau au long terme et en fonction des investissements qui étaient faits. Et puis il y avait une partie plus climat, donc essayer de comprendre comment les événements extrêmes changent en fonction de l'évolution du climat, par exemple, ou en tout cas comment mieux comprendre la dynamique des événements extrêmes. Et donc ce qui nous a paru intéressant, c'est qu'il y a tous ces aspects-là qui sont assez bien balisés. Il y a plein de travaux qui ont été faits. La question ensuite qui reste un peu ouverte, c'est maintenant qu'on a toutes ces informations-là, qu'est-ce qu'on fait? Et notamment si on essaye d'avoir un objectif un peu effectif de dire, voilà, on veut réduire typiquement les niveaux d'émissions et on veut avoir une stratégie par exemple bas carbone pour la France. Comment on prend ces différents éléments qui sont des éléments d'information et des éléments de prospective pour construire des scénarios qui soient cohérents dans leur ensemble et avoir des trajectoires qui permettent à la fois de réduire les émissions au rythme qu'on a décidé, mais également de faire en sorte que le réseau électrique soit stable et puisse tenir le coup,
que d'un point de vue économique, on ne mette pas les secteurs en péril si on considère que c'est quelque chose de dommageable, et ainsi de suite. Donc il y a toute cette partie de mise en commun de ces différents résultats qui est une question compliquée et qui est sans peut-être une question qu'il faut aborder justement. Ce qui est intéressant, c'est d'aborder avec différentes approches. Et ensuite, peut-être un dernier point que moi je veux noter, et puis après, si vous avez des choses à rajouter, je vous passe la parole, mais c'était le fait que, voilà, avec toutes ces stratégies-là, on a des idées de scénarios possibles, et ça donne des indicateurs sur ce qui est en fait réalisable ou pas, dans l'idée d'avoir des objectifs typiquement de réduction. La question, c'est qu'ensuite, ces différents scénarios, comme on a vu, tous ces modèles sont compliqués, et donc ils peuvent donner une diversité de scénarios assez importante en fonction des hypothèses exactes qu'on fait. Et ensuite, il y a toujours la question et maintenant, comment on choisit quelle est la meilleure route. Moi, je ne pense pas qu'on puisse trouver un scénario optimal en optimisant toutes les contraintes en même temps, que ce soit économique, climatique, du réseau. Je pense que le problème, on a vu que c'est des problèmes déjà compliqués individuellement. De faire une optimisation globale et intégrée, ça paraît être un peu un vœu pieux, en tout cas, de mon point de vue. Donc la question, c'est... Une fois qu'on a tous ces éléments de prospective, qu'est-ce qu'on en fait et comment ils peuvent éclairer la décision et servir après à mettre en place des politiques publiques ou des choses comme ça. Donc ça, je trouve que c'est une question qui est intéressante et qui découle de tous ces travaux qui sont extrêmement importants pour justement apporter de l'information et apporter des éléments tangibles de prise de décision, quoi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Ouais, globalement, je pense qu'il est ressorti aussi dans toutes les présentations, c'est que c'est un gros problème d'optimisation sous contrainte, que ce soit par exemple dans les premières présentations sur l'optimisation du transport électrique. Après, on a vu que du côté économique, il y avait l'instauration d'un marché carbone pour essayer de réguler les émissions par le biais de l'instauration de ces prix. Et donc, en fait, je pense que le but, c'est de tendre vers un optimal, ce qu'on a vu. Et effectivement, comme tu l'as souligné, maintenant, la question qui se pose, c'est même si on a une trajectoire issue de modèles climatiques, d'analyse, d'RTE pour un mix énergétique, par exemple, un peu optimal, qu'il faudrait dans certaines conditions extrêmes qui peuvent potentiellement arriver. Maintenant, quelles sont les décisions qu'il faut prendre, notamment d'un point de vue politique. Voilà. Comment on peut... ce travail de prospective et un peu d'état de l'art technique, comment on prend des décisions plus pratiques. Voilà, je pense que c'était ce qui était ressorti un peu dans nos discussions.